Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une compilation de threads d'horreur de zinzin. Une véritable pépite j'ai envie de dire. C'est une histoire qui normalement est en plusieurs parties. Et aujourd'hui, je vous ai compilé tout ça. Je pense qu'il y en a qui ont loupé certaines parties, sachant que des fois il y a une partie qui est après, qui a plus de vues que la partie d'avant. Donc voilà, là vous aurez tout. Vous pouvez tout regarder d'un coup. Il y en a à peu près pour 1h30 de thread d'horreur qui s'enchaînent et ça fait très plaisir. Une très belle histoire à écouter et à regarder. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon, si tu veux soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait jamais de mal. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Et si tout ce que l'on avait connu jusqu'à maintenant allait disparaître, comment cela se passerait-il? Dans quelles circonstances? On sait que même de nos jours, cela peut arriver. On peut prendre l'exemple du Covid qui a complètement chamboulé tout le monde sur la Terre. Entre confinement, les complications survenues après le virus, des millions de personnes mortes de ce virus. Et surtout, si ce virus avait été encore plus mortel. Si ce virus tuait à 100% et que après, ces personnes revenaient. Comment? Pourquoi? Et surtout, comment il a pu s'échapper? Et si l'apocalypse de zombies n'était pas si loin? Et si tout cela, en fait, était réel? Bon, ça c'était le petit speech pour vous introduire une nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, je vais commencer à vous raconter une nouvelle série de vidéos. Je vais pas vous dire combien il y a de parties, comme ça vous n'êtes pas spoil ou quoi. Et forcément, comme c'est une série, vous comprenez qu'il y a plus d'une ou deux parties. Moi j'ai vraiment envie de vous raconter tout ça, donc on va pas perdre plus de temps. Dans la vidéo, j'aurai pas forcément le temps de te le demander, donc si tu connais déjà la chaîne, hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si tu connais absolument pas la chaîne, hésite pas à regarder jusqu'à la fin et tu verras, tu te feras ton propre avis. Bref, je vais maintenant commencer à vous lire le récit de cette personne. Si je vous dis que moi aussi au début je n'y croyais pas, je pensais que tout cela était un canular. Je me disais surtout que cela ne pouvait pas arriver, en tout cas pas dans la vraie vie, que tout ça n'était que de la science-fiction, que tout ceci n'existait que dans les séries ou les films. Je me disais que toutes les séries et films avaient inventé tout ça pour nous faire peur. Mais maintenant, je pense que tout bon film et toute bonne série a un fond de vérité qui peut nous faire peur. Je vous écris tout cela dans le but de vous aider si jamais vous aussi votre pays subit ce genre de choses. Les dirigeants des autres pays ont décidé que pour le bien de leur peuple et pour la sécurité mondiale, ils allaient isoler complètement mon pays. Et surtout, ne pas ébruiter cette affaire. C'est sûrement pour ça que vous n'avez pas dû entendre ce qui s'est passé et ce qu'il se passe dans mon pays actuellement. Donc, je ne dirai pas le nom de mon pays. Mais je me précipite un petit peu dans mon histoire. Et je vais vous expliquer tout le déroulement que j'ai vécu et s'il vous plaît, lisez bien ceci avant que tout cela arrive. Peut-être que ça peut aider si jamais cela s'échappe de notre territoire. Pour commencer, je m'appelle Betty. Je suis une femme de 25 ans et je vivais ma plus belle vie. Je suis belle et j'avais des années à vivre et je profite un max de ma vie d'étudiante. J'étudiais pour monter mon entreprise plus tard. C'était mon rêve d'avoir mon entreprise à mon nom. Dans ma famille, nous ne sommes plus très nombreux. J'avais mon père et ma mère. Je suis fille unique et mes grands-parents étaient déjà décédés. Mes parents ne roulent pas sur l'or, mais nous n'étions pas pauvres pour autant. Quand j'étais enfant, je ne manquais de rien. Et cela ne m'a jamais traversé l'esprit que tout ce que l'on avait était des avantages avant ces événements. Pour moi, tout ce qui nous entourait était basique. C'était normal de les avoir. Maintenant, je regrette ce bon vieux temps. Un jour comme les autres, je me prépare pour aller à la fac. Et comme à mon habitude, je mets la radio pour avoir les informations. Et de temps en temps, un petit peu de musique. Coup de bol, je suis directement tombé sur une super musique qui m'a mise de bonne humeur. Je sais pas si vous aussi vous avez ça. Vous tombez sur une musique et cela peut totalement changer votre humeur. Ou même carrément vous motiver. Et à ce moment-là, c'était totalement mon cas. J'étais remonté à bloc. J'avais un peu déprimé car mon ex s'était retrouvé une copine. Même si je disais à mes amis que tout allait bien, j'avais quand même cette petite pointe qui me faisait mal au cœur. Mais grâce à cette musique, j'étais prête à prendre du poil de la bête. Bref, je me préparais, j'écoutais les infos qui passent et j'ai entendu qu'aujourd'hui il allait pleuvoir et qu'il faudrait faire attention à ne pas attraper froid. Puisque dans le nord du pays, on constatait une hausse de malades. Les symptômes étaient plutôt banals, avoir chaud, puis avoir froid et tousser. Les commentateurs radio rigolaient sur le fait que cela devait être sûrement une petite crève, mais que si on avait d'autres symptômes, on devait directement aller à l'hôpital le plus proche. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais pas aller à l'hôpital pour une petite grippe de rien du tout. J'ai fini de me préparer et je suis sorti. Dans le ciel, il n'y avait même pas un nuage. J'ai juré dans ma barbe à propos des conneries que pouvaient débiter les stations de radio.
et je suis parti en direction de la fac. J'ai gardé mon parapluie avec moi tout le temps. J'avoue que tout le monde sur le chemin m'a regardé bizarrement. J'étais la seule à avoir un parapluie alors que le soleil brillait de mille feux. Arrivé sur le campus, j'ai retrouvé Elena et Matt, mes deux meilleurs amis. Nous avons parlé de tout et de rien. Puis Elena a lancé le sujet du virus de la grippe que tout le monde chopait dans le nord du pays. Moi et Matt, on l'a vanné sur le fait qu'ils en faisaient un petit peu trop par rapport à ça. Elena nous a alors dit « Oui mais quand même, ils ont dit que si on avait d'autres symptômes, on devait directement aller à l'hôpital. Vous ne trouvez pas ça un petit peu étrange ?» Moi et Matt, on s'est regardé et puis on a regardé Elena. Et on lui a sorti que tout ça devait être sûrement pour les personnes âgées. Et que en fait, sûrement c'était pas si grave que ça. Que au pire c'était quoi? Une petite grippe. Elena de son côté n'avait pas l'air du tout convaincue. Alors j'ai répliqué « Regarde, je vais te donner un exemple un petit peu plus concret. Ce matin, j'ai entendu l'information de ce virus. Et j'ai aussi entendu qu'aujourd'hui, il allait pleuvoir. Et regarde-moi ce soleil. Maintenant, je me retrouve avec un parapluie et il n'y a pas l'ombre d'un nuage dans le ciel. Pour vous dire qu'est-ce que je regrette ces mots. Oui, je regrette vraiment ces mots. Si je n'avais pas dit tout cela, est-ce que l'on aurait été moins insouciant? Est-ce que l'on aurait pu sauver plus de vies? À vrai dire, je n'en sais rien. Après cette discussion, mes amis et moi, nous sommes allés en cours. Tout s'était super bien passé, jusqu'à mon cours d'économie. Tout est devenu un petit peu étrange après cette première étape. Tout d'abord, quand je me suis installé au milieu avec Elena et Matt, on était en train de discuter sur la nouvelle copine de mon ex quand on a vu le prof rentrer. Quand on l'a vu rentrer, tout le monde s'est tu bien normalement. Mais le prof avait l'air vraiment, mais vraiment pas bien. Il avait une tête qui faisait vraiment peur. Elena me met un petit coup de coude et me chuchote. « Tu crois que le prof a chopé le nouveau virus ?» Je lui ai alors directement répondu pour détendre l'atmosphère. Soit c'est ça, soit il a trop picolé de son week-end et il a du mal à décuver. Elena a souri à ma réponse, mais c'est vrai qu'elle a mis le doigt sur une question que tout le monde se posait dans cette salle. Est-ce que le prof a chopé cette fameuse grippe? Bref, le cours commence et le prof a l'air de moins en moins à l'aise. Il tousse, il a froid, il sanglote, puis il tousse et à un moment, il a même toussé du sang. C'est là que les gens se sont rapprochés de lui et lui ont demandé si tout allait bien. Le prof leur a assuré que oui, mais une autre quinte de toux est revenue, cette fois-ci avec beaucoup plus de sang qui a été projeté sur les personnes et sur le sol. Heureusement, l'un de mes camarades avait directement appelé les ambulanciers. Certains élèves ont commencé à essayer de le prendre dans leurs bras et de le pencher sur le côté. Mais d'un coup, Elena a crié « Mais ne le touchez pas! On sait pas si c'est contagieux !» Là, un autre a commencé à crier « Oui, mais on va quand même pas le laisser mourir étouffé de son propre sang !» Elena a alors enchaîné « À toi de voir si tu veux mourir avec lui. Moi, je m'en vais. Je veux pas choper ce truc. » Cela m'a un petit peu choqué de la réaction de mon ami. J'ai donc pris mes affaires et j'ai laissé le prof au sol avec d'autres élèves qui essayaient de lui venir en aide. Je suis sorti de la salle et Matt était derrière moi et on essayait de rattraper Elena, qui limite courait dans les couloirs pour sortir de l'université. À ce moment-là, je comprenais pas du tout ce qui se passait et personne n'était au courant. Elena est enfin sortie du bâtiment et elle s'est arrêtée. Elle reprenait son souffle. J'ai pu la rattraper car même si je l'avais appelée à plusieurs reprises, elle ne s'était pas retournée une seule fois. J'ai mis une main sur son épaule et Matt est arrivé à ce même moment. « Elena, est-ce que tout va bien ?» Elle m'a alors regardé dans les yeux et je l'ai vue pleurer. Pourquoi ça? C'est la question que je me posais. Mais je n'ai rien dit. J'ai attendu avec Matt qu'elle nous parle. Après 5 minutes à pleurer, on a pu voir les ambulanciers arriver et courir vers la salle où il y avait le prof. Elena a commencé à ouvrir la bouche et elle l'a refermée. Puis, elle l'a réouverte et nous a dit qu'elle devait sûrement s'éloigner de là, voire carrément partir. Avec Matt, on lui a demandé mais pourquoi? Elle a juste répondu qu'elle nous expliquerait tout, mais pas là, pas ici. On était en train de partir quand on a pu voir les ambulanciers emmener le cadavre du prof sur une civière avec un drap. Et on pouvait même voir un bras qui dépassait sur le côté. Matt et moi, on a fixé le brancard sans rien dire. On était tellement stupéfaits qu'on ne bougeait plus. C'est Elena qui nous a dit que l'on devait partir d'ici très vite. On était tous chamboulés, donc on a suivi Elena chez elle. Arrivée chez elle, elle nous propose quelque chose à boire. Matt et moi, on accepte et en fait, on attendait qu'elle nous dise quelque chose. Puis, Elena a commencé à parler. Au début, je pensais que tout ce que j'avais lu était faux, que c'était des rumeurs infondées, que ce n'était pas réel. À ce moment-là, Matt et moi, on comprenait pas vraiment ce qu'elle essayait de nous dire. Donc on l'a stoppée et on lui a dit qu'elle devait nous expliquer tout depuis le début. Elena nous a alors expliqué ce qu'elle avait lu sur un site internet. Depuis 2-3 jours, elle est sur un site où en gros il y a des rumeurs et des théories. Ils disent que ce virus dans le nord du pays est en fait un virus mortel et qu'il est contagieux. Et que malheureusement, il se propage vite dans les villes. Moi et Matt, on s'est regardé. On s'est même demandé si c'était une blague de mauvais goût qu'elle essayait de nous faire.
On s'est même demandé si elle n'était pas en train de perdre la tête avec le mort qu'elle venait de voir. Puis, je me suis quand même dit que oui, le prof était bien mort. Mais bon, tout ceci pouvait être une coïncidence. Puis, Elena, voyant que nous ne disons rien, a continué sur une théorie encore plus folle. Elle nous a dit que certains des cas, les plus rares, avaient des symptômes où il commençait à attaquer d'autres personnes. Et que c'était comme ça que le virus se propageait. Là, je me suis levé, je l'ai regardée et j'ai pris la température de son front pour voir si elle allait bien. Et il n'y avait aucun signe. Puis, je lui ai dit qu'elle devait sûrement se reposer et que l'on reparlerait de ça demain, car tout le monde était chamboulé. Elena avait l'air vraiment pas bien. Je ne dis pas ça pour me défendre, mais elle avait l'air pensive et désemparée. Je l'ai donc mise au lit et je lui ai dit que je fermerais la porte avec la clé qu'elle m'a donnée. Matt et moi sommes sortis de la maison et depuis le début on n'avait rien dit. Il est resté pensif de son côté. Je lui ai donc demandé ce qu'il en pensait de toute cette histoire. C'est là que Matt m'a étonné. Il m'a dit que d'un côté, il n'y croyait pas, mais que de l'autre, il y avait une part de vérité qu'il ne pouvait pas nier. Mais une chose l'intrigue, la partie où le virus pousse les gens à attaquer d'autres gens. Non, tout ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Je cite, « Je pense qu'il y a une part de vérité, que le virus est très contagieux et qu'il peut vous faire mourir. Mais pas la dernière théorie. » Je lui ai alors dit qu'il avait sûrement raison, que l'on devrait en reparler demain. Matt m'a raccompagné chez moi. Vers 20 h, les nuages ont commencé à apparaître et il s'est mis à pleuvoir. Je me suis alors dit que tout compte fait, il n'avait pas fait fausse route pour la pluie. Mais en tout cas, c'était super tard. Bref, je me suis alors fait à manger et j'ai allumé la télé. Et elle s'est allumée sur une chaîne d'information. Et justement, j'ai entendu une news qui m'a cloué sur place. Alerte, ceci n'est pas un exercice. Alerte, ceci n'est pas un exercice. Pour votre sécurité et pour la sécurité du pays, nous avons décidé que l'état d'urgence serait déclenché dans tout le pays. Tout déplacement est interdit. Toutes demandes pour les besoins primaires seront pris en charge par les postes de police des environs. Pour les contacter, appelez la police qui vous redirigera sur le centre le plus proche de chez vous. Nous procédons à un confinement d'une durée indéterminée. Tout contact avec des personnes extérieures sera puni. Puis le gros message en boucle s'arrête de passer en gros plan et une présentatrice arrive sur le plateau. Elle explique qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'ils mettent en place ce confinement pour éviter la propagation de l'infection. Elle nous dit que si nous avons le moindre symptôme, il faut absolument aller à l'hôpital. Elle dit également que tous les infirmiers et médecins sont réquisitionnés d'urgence dans les hôpitaux. Ah, pour vous dire, sur le moment, je suis sur le cul. Je m'en étais même pas rendu compte, mais je m'étais assise sur le canapé avec le saladier dans les mains. La seule conclusion que j'ai à ce moment-là, c'est que c'est la merde. Et doit y avoir anguille sous roche. Et puis c'est quoi ce délire? On n'a eu aucune information. Enfin, à part que l'on doit rester chez nous. J'ai directement pris mon téléphone et j'ai vu que j'avais plein d'appels manqués. De Matt, d'Elena et surtout de mes parents. J'ai alors directement appelé mes parents. Ils voulaient savoir si j'allais bien, si j'avais bien vu ce qu'il se passait aux informations. Je les ai rassurés comme je peux et je leur ai dit que tout se passerait bien. Je leur ai dit que je ne comptais pas sortir, donc que c'est ok pour moi. Mais que eux de leur côté, ils devraient faire attention. Ils ne sont plus tout jeunes. Puis, j'ai appelé Elena. Elle a carrément décroché à la première sonnerie. Elle a l'air totalement paniquée. Elle est même hystérique. J'essaye de rester calme et également de la calmer. Puis d'un coup, je lui propose de venir chez elle pour essayer de la rassurer. Ça a l'air de fonctionner. Je lui dis que j'arrive bientôt, que je préviens juste Matt pour savoir s'il veut venir également avec moi chez elle. Je téléphone directement à Matt et prendre ses nouvelles tout en lui demandant s'il veut venir chez Elena, comme ça on pourra débrief de tout ça là-bas. Il accepte car il me dit que c'est mieux que d'être seul, isolé. Je raccroche et je décide de prendre quelques affaires et d'autres bricoles dans la maison. J'attrape mon sac et je sors. Il n'y a personne dans la rue et il fait nuit. Ça a l'air tellement désert, il n'y a pas un chat dehors. Enfin ça, c'est ce que je pensais. Puisque arrivé un petit peu plus bas, c'est-à-dire en centre-ville, les gens n'ont sûrement pas vu les nouvelles car tout le monde est au bar. Quand d'un coup, je peux voir des voitures de police débarquer de tous les côtés. Je me suis faite toute petite et j'ai accéléré le pas pour rejoindre mon amie chez elle. 40 minutes plus tard, je suis enfin arrivé devant chez elle. Elle m'a directement fait rentrer et Matt n'était pas encore là. La première pensée qui me vient, c'est que je me dis que j'espère qu'il ne s'est pas fait prendre. Ou encore pire, qu'il ait contracté ce virus. Elena me serre dans ses bras et me regarde dans les yeux. Et elle me demande si je suis blessé ou si j'ai été en contact avec quelqu'un.
Je lui dis que non, à part elle et Matt, je n'étais en contact avec personne. Je lui ai même dit qu'elle devenait un petit peu trop parano. Elle a haussé les épaules et elle m'a dit que ça ne fait pas de mal d'être trop prudent. Après 10 minutes d'attente, Matt est enfin arrivé. Et quand il est arrivé, il a eu le droit aux mêmes questions. Et de son côté, tout était ok. Puis, nous avons parlé de ce qu'ils ont dit aux informations. Apparemment, aux news, un petit peu avant que je m'installe devant ma télé, le président a pris la parole. Il avait alors déclaré en gros qu'un virus inconnu était apparu et qu'il circulait activement dans tout le pays. Et que pour éviter la propagation, eh bien un confinement allait être installé. Il a également dit qu'il ne savait pas d'où venait ce virus et qu'il semblait circuler dans tout le pays. Il a aussi rappelé que si on avait des symptômes, eh bien on devait aller à l'hôpital et qu'il ne fallait surtout pas rester avec ses proches, puisqu'il y a des effets variables et inconnus qui peuvent être dangereux. Le président a également dit que si nous étions blessés par un malade, on chopait ce virus et que par conséquent, le confinement était obligatoire. Il nous a dit qu'il reviendrait demain soir pour d'autres informations. En entendant ça, je suis resté bouche bée. Pour vous dire, ça fait quand même beaucoup à encaisser d'un coup. Et j'ai donc décidé d'écourter tout ça et d'aller dormir. Je crois que les autres ont fait de même. Pour vous dire, tout ça était vraiment très flippant. Mais ce qui m'a fait le plus flipper cette nuit-là, c'est ce que j'ai entendu dans la rue. C'était terrifiant. La dernière fois, je vous ai laissé dans l'attente. Je suis désolé, mais la connexion que j'ai est très limitée. Et surtout, très compliquée à trouver. Mais ça, vous le comprendrez plus tard dans l'histoire. Revenons là où on s'est laissé la dernière fois, où je me suis couché et que je vous ai dit que j'avais passé l'une des pires nuits de ma vie. Je m'étais donc couché, j'avais déjà commencé à fermer les yeux. Et pour moi, c'était une nuit un petit peu comme les autres. J'étais loin, très loin de savoir ce qu'il se passait dehors. J'étais sur le point de fermer les yeux quand j'ai entendu des choses. Il y avait des choses étranges qui se passaient dehors. Vraiment, pour vous dire, Elena habite une maison. Elle a un jardin devant sa maison et de l'autre côté de la maison se trouve une rue. Et ma chambre est juste au-dessus de cette rue. J'ai tendu l'oreille car j'avais l'impression que des gens commençaient à courir dans les rues. Je commence à me relever et là, j'entends des cris. Des cris de terreur de personnes qui courent. Puis, j'entends des grognements ou je ne sais pas comment définir ce bruit. Mais c'était définitivement pas humain. J'avais peur. Que se passait-il dehors? J'avais vraiment peur de tirer le rideau et de voir quelque chose que je n'aurais pas dû. Mais la curiosité a pris le dessus et j'ai donc tiré ce rideau. Comment vous dire? Dehors, il n'y avait plus d'électricité, c'est-à-dire que les lampadaires n'étaient pas allumés, donc je ne distinguais pas trop ce qui se passait dans la rue. J'ai donc essayé de me concentrer et j'ai aperçu plusieurs silhouettes. Des silhouettes qui avaient l'air complètement déchaînées. Puis j'en ai pu voir d'autres qui étaient en train de courir. D'autres hurlaient à la mort. Ça donnait une ambiance totalement effrayante. D'autres silhouettes semblaient, statiques ou alors accroupies. Mais là, j'entends quelque chose que je ne comprends pas au début. C'était comme si quelqu'un était en train de manger, de mastiquer quelque chose d'assez dur. J'ai donc décidé à ce moment-là d'aller prendre mon téléphone et d'allumer la lampe torche pour savoir d'où pouvait venir ce genre de choses. J'allume la lampe torche et là, je découvre une horreur sans nom. Un être humain, enfin ce qui en ressemble en apparence, en train de manger quelqu'un qui hurle de lui venir en aide. Je suis resté bouche bée. Je n'en croyais pas du tout mes yeux. Devant moi, quelqu'un était en train de manger un autre humain cru. Je me suis demandé si j'étais pas en train de rêver. Donc je me suis pincé. Et non, j'étais pas en train de rêver. Au même moment, Elena a toqué dans ma chambre et elle a ouvert la porte. J'ai directement éteint la lampe torche de peur que cette créature ou cette chose m'aperçoit et voit qu'il y ait des personnes dans cette maison. Et surtout pour ne pas faire paniquer Elena plus qu'elle ne l'est déjà. Elle est venue vers moi et m'a demandé si j'entendais tout le bordel qu'il y avait dehors. J'avoue à ce moment-là que je pensais que la meilleure des solutions pour moi, c'était de lui mentir. Donc j'ai sorti mon plus beau mytho. Oh ne t'inquiète pas Elena, ce sont juste des gens qui sont bourrés et qui veulent profiter de leur dernière soirée de libre avant le confinement. Elle avait pas trop l'air de me croire, mais bon, elle a pas cherché à comprendre plus. Et surtout, elle m'a demandé si je pouvais dormir avec elle. J'ai accepté, mais je lui ai dit que avant, j'allais faire le tour des portes et des fenêtres pour voir si on les avait bien toutes fermées. Elle m'a alors regardé d'un air interrogatif, mais elle m'a laissé et elle m'a dit qu'elle allait dans la chambre en attendant. J'ai donc vérifié ma fenêtre. La fenêtre de la salle de bain, des toilettes, du salon et de la cuisine. J'ai fermé les volets et j'ai bien verrouillé la porte de la cuisine qui était restée ouverte. La porte de devant, quant à elle, était bien fermée. Et d'ailleurs, je ne suis pas allé dans le jardin. J'avais trop peur d'aller voir dehors et surtout que ces choses viennent m'attaquer.
Après ça, je suis allé voir Matt et je lui ai dit de fermer sa fenêtre et ses volets. Il ne m'a pas demandé pourquoi. Il avait l'air juste pensif, comme s'il avait vu quelque chose. Aurait-il vu la même chose que moi? C'est ce que je me suis demandé en voyant sa tête. Mais bon, je l'ai laissé. De toute façon, s'il a envie de me parler, il sait où me trouver. Je suis alors arrivé dans la chambre d'Elena. Et ce soir-là, toutes les deux, nous avons entendu des choses. Des choses que l'on aurait aimé ne jamais entendre. Pour vous dire, nous n'avons pas beaucoup dormi. Toute la nuit, on a entendu des dizaines de personnes courir, crier et surtout pousser des hurlements déchirants la nuit. Le lendemain, au petit déjeuner, personne n'a rien dit. Nous savions tous ce qu'il s'était passé la nuit dernière, puisque lorsqu'on a ouvert les volets pour voir le jour, eh bien c'est là que l'on a découvert des dizaines de voitures, des camions et surtout plein de sang au sol. Vous savez ce qui s'est passé, c'est indéniable. Donc on s'est juste posé sur le canapé avec le petit déjeuner. Enfin, c'était plus un café pour chacun, on n'avait pas très faim après ce qu'on a vu. On a allumé la télé et on est tombé sur un vieux téléfilm. Mais je pense que vu l'état dans lequel on était, eh bien c'est clairement ce qu'il nous fallait pour oublier ou même détendre un petit peu l'atmosphère. Puisque à ce moment-là, Matt a sorti. Ah les filles, c'est d'un ennui mortel ce téléfilm, sérieux. Même Elena s'ennuie. Regarde là Betty, elle s'est endormie. En se regardant, on s'est tous les deux mis à rigoler. Ce qui fait que Elena s'est réveillée et elle a demandé pourquoi on rigolait. Puis justement, on lui a expliqué pourquoi. Mais après lui avoir dit ça, on lui a dit ce qu'on avait vu la nuit dernière. On lui a tout raconté. Et oui, Matt a bien vu la même chose que moi. Mais il a ajouté quelques détails. Il a regardé ces choses un petit peu plus longtemps que moi. Et il a ajouté que même s'il mangeait la chair humaine, quand l'humain ne semble plus vivant, 2 à 3 minutes après, le monstre arrêtait de le manger et se remettait à courir pour chercher de la viande. Enfin ça, c'est une déduction qu'il a faite, puisque le monstre qu'il a vu a couru vers un chien qui était enfermé dans le jardin d'une des maisons. Et ce monstre se cognait contre la grille et essayait d'attraper ce chien. Quand le propriétaire est sorti pour voir ce qui se passait, eh bien il a directement fait rentrer son chien. Mais cette chose est restée là à se cogner contre la grille, jusqu'à ce qu'un humain passe et commence à courir pour sa vie. Et Matt nous a dit que cette chose avait l'air un petit peu plus remontée que les autres. Puis à ce moment-là, je suis rentré dans la chambre de Matt pour lui dire de fermer ses volets. Quand nous avons fini notre récit, Elena avait l'air vraiment terrifiée. Puis d'un coup, une alerte est passée à la télé. Alerte d'état d'urgence. Alerte d'état d'urgence. Le président va prendre la parole. Alerte d'état d'urgence. Alerte d'état d'urgence. Le président va prendre la parole. Tout citoyen encore vivant est convié à écouter ce qu'il va suivre. Là, des grosses alarmes ont retenti dans toute la ville. Ça devenait de plus en plus effrayant, mais vraiment. Le message a tourné comme ça pendant environ 5 minutes, avant que, enfin, le président ne prenne la parole. Chers citoyens, notre pays a vu des heures sombres cette nuit. Le virus RZ12 s'est répandu. Malgré le confinement d'urgence cette nuit, beaucoup de morts sont à déplorer. Nous avons pu déterminer quelques symptômes non identifiés jusqu'à là. Nous savons maintenant comment nous contractons cette maladie. Quand nous contractons cette maladie, nous avons entre 24 à 48 heures de vie. Certaines personnes peuvent avoir des effets néfastes. Nous pouvons les déclarer mortes et elles reviennent à la vie. Et ces personnes sont dangereuses. Toutes les personnes qui pourraient mourir, qui pourraient avoir contracté ce virus ou bien des personnes âgées sont priées d'aller dans les camps militaires agencés dans la nuit pour protéger la population. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas d'antidote. Nous n'avons pas de vaccin pour le moment. Mais nos chercheurs travaillent d'arrache-pied. Nous vous prions de ne pas laisser place à la panique. Nous avons tout sous contrôle. L'armée a été appelée en renfort pour soutenir le peuple et la police. Je vous rappelle, si jamais vous avez besoin de vivres, appelez directement vos commissariats locaux. Nous allons procéder à l'extinction de l'électricité à partir de 20 h après les actualités de la soirée. L'exception à cette règle sont les hôpitaux et les bases militaires. Le courant reviendra à partir de 6 h le matin. Dernière information, nous vous prions de ne pas sortir sous aucun prétexte. Toute sortie entraîne des risques et vous met en danger vos familles, vos proches et vos voisins. Les personnes qui viennent vous protéger et ainsi celles qui veulent vous soigner. Par ailleurs, toutes les frontières terrestres, aériennes, navales sont fermées pour le bien de notre peuple et du monde entier. Tenez-vous à l'écart de personnes qui sont atteintes du virus RZ12. Des agents viendront prendre des échantillons de votre sang dans les prochains jours. Merci de votre compréhension. Et là, la télé coupe.
On se regarde tous les trois et on se demande si on a bien entendu ce qu'on vient d'entendre. On discute de ce que l'on vient d'entendre et on regroupe quelques informations. Alors, ils veulent regrouper toutes les personnes âgées et les personnes malades dans un camp militaire. On ne peut pas sortir et ils vont venir prélever notre sang. Et surtout, une chose qui nous interpelle, eh bien le virus s'appelle RZ12. Et que, en effet secondaire, les personnes peuvent revenir à la vie et contaminer d'autres personnes. Dans tout ça, Elena nous sort. Le président a dit que quand ces personnes meurent, eh bien elles reviennent à la vie. Mais il n'a pas dit qu'elles mangeaient d'autres humains. Pourquoi? Matt lui a alors dit: non mais imagine s'il crie que des humains morts reviennent à la vie et qu'ils bouffent d'autres humains. Imagine la panique totale et la foule de personnes qui vont se bousculer pour partir. Et puis on le sait tous les trois, si l'armée arrive, c'est que c'est la merde. Vraiment, ça sent pas bon si l'armée intervient directement sur le sol. De plus, vous n'avez rien remarqué, c'est que le virus RZ12, 12e du nom. Cela veut dire qu'il y a eu sûrement plusieurs étapes de ce putain de virus. Et qu'il était là en soum-soum pendant des mois, voire même peut-être des années, et qu'il le cachait. Mais maintenant, ça n'a plus l'air d'être sous leur contrôle. Oh mon dieu, mais on va tous mourir. Plus rien ne va dans ce pays. Là, je sentais qu'on commençait à perdre un petit peu Matt. J'essaye donc de le rassurer, mais ça ne marche pas vraiment. Il devenait de plus en plus hystérique et paniqué. Je me suis donc alors levé et je l'ai giflé. Il avait l'air complètement choqué par ce que je venais de faire. Mais bon, ça n'a pas d'importance, il a réussi à se calmer. Elena a fini par partir dans sa chambre et Matt a fait de même. J'avais décidé de prendre tout sur moi et j'ai regardé dans les placards. J'ai fait les comptes des conserves et des paquets de pâtes qu'on avait, de riz, et j'ai ouvert le frigo et en fait, il n'y avait pas grand chose. Quant à nos réserves de papier toilette, ça commençait à maigrir. Au niveau de l'eau, il n'y avait plus beaucoup de packs, en espérant juste que l'eau du robinet ne coupe pas comme l'électricité. Bref, j'ai fait une liste et j'ai appelé le poste de police. J'ai mis plus d'1h30 à avoir quelqu'un qui m'a dit que tout ce que j'avais demandé allait être livré dans la semaine. Passons maintenant quelques heures et on arrive en soirée. Je me suis ennuyé tout le long de cette journée, enfermé à rien faire. J'ai donc étudié, mais à force, c'était chiant. Donc vers 19h30, Matt, Elena et moi, nous nous sommes tous réunis devant la télévision. On attendait avec impatience les informations. Puis à 19h45, pendant 5 minutes, une alerte sonna dans toute la ville. Et à 19h50, le fameux message. Alerte d'état d'urgence. Alerte d'état d'urgence. Le président va prendre la parole. Alerte d'état d'urgence. Alerte d'état d'urgence. Le président va prendre la parole. Puis après 1 minute, le visage fatigué du président apparaît. Chers citoyens, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Le pire des scénarios a été envisagé par les scientifiques. Et je peux vous le dire, on ne se dirige pas dans cette direction. Nous allons vivre des heures sombres bientôt. Mais je vous garantis que cela ne deviendra pas une habitude. Des multiples scientifiques travaillent d'arrache-pied pour soigner, vacciner et éliminer ce virus qui circule activement dans tout le pays. Nos soldats sont là pour surveiller et vous protéger du virus. Surtout, chers citoyens, ne sortez pas le soir. Nous avons appris que lorsque le soleil se couche, ceux qui sont atteints du RZ12 et qui sont revenus à la vie sont plus virulents et attaquent plus rapidement et se déplacent plus rapidement. Veillez donc à verrouiller toutes les portes, les fenêtres, les volets et n'ouvrez sous aucun prétexte aux personnes qui se trouvent dehors. Merci de m'avoir écouté, ici le président. Puis l'électricité a coupé et des alarmes ont retenti dans toute la ville. Pour vous dire, on pouvait quasiment entendre que tout le monde était en train de fermer ses portes et ses volets. De mon côté, je suis sorti pour aller fermer la porte du jardin. Enfin pour aller vérifier. Je sors de la maison et un bain d'air frais me faisait un bien fou. J'ai commencé à traîner du pied, quand d'un coup, j'entends des hurlements, des cris et des personnes qui courent. Là, ça m'a reboosté et j'ai commencé à courir pour voir si la porte était bien fermée. Quand d'un coup, j'ai vu des gens passer et me demander de l'aide. Ils me suppliaient de leur ouvrir. J'ai hésité, vraiment j'ai hésité. J'ai décidé de ne pas leur ouvrir car je voyais ces espèces de monstres morts-vivants arriver. Je leur ai donc dit que je ne pouvais pas
et que j'étais désolé que je ne pourrais rien faire pour eux. Ces personnes ont commencé à pleurer et à crier. Ces choses ont commencé à courir et les gens se sont alors mis à s'enfuir. 1 ou 2 zombies se sont acharnés contre le portail du jardin d'Elena. Quand enfin, quelque chose m'a sorti de ma torpeur. J'ai pu entendre les cris d'horreur des personnes qui m'avaient demandé de l'aide. J'entendais leurs cris d'agonie, leurs pleurs, leur désespoir et leur demande à l'aide. Puis, j'ai commencé à bouger quand j'ai entendu des grosses voitures arriver dans la rue. Je me suis retourné pour voir des hommes habillés tout en noir avec des casques infravision. Ils ont tiré sur ces choses et ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont tiré à balles réelles sur le peuple, même si ces personnes n'étaient pas encore transformées en état de zombies. Là, c'est le choc, je suis resté figé sur place. Un des hommes armés m'a crié de rentrer et que c'était dangereux de rester ici. Je me suis mis à courir. J'étais tellement choqué que pendant 5 minutes je suis resté derrière la porte. Ensuite, de nouvelles rafales de tirs m'ont fait reprendre mes esprits. Je me suis alors baissé et j'ai vérifié toutes les portes et fenêtres. Puis, j'ai commencé à pleurer. Et Elena et Matt étaient déjà dans leur chambre. Je suis resté là, toute la nuit, à écouter ces horreurs. J'entendais de la chair déchirée, des tirs de feu, et j'avais la peur au bide que l'une de ces créatures vienne s'en prendre à nous. Je n'ai clairement pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, Elena et Matt n'étaient pas encore levés. J'ai déverrouillé la porte car je n'entendais plus rien depuis 1 heure. Je suis sorti, je me suis avancé, et avant même que j'arrive vers la porte, je voyais du sang. Beaucoup de sang. Je me suis rapproché encore plus, j'ai ouvert la porte et j'ai découvert plein de cadavres tout le long de la rue. Mais comment cela est possible? Pourquoi il y a tant de cadavres? Puis, un petit peu plus loin, je vois un des soldats d'hier. Il est de dos. Il est en train de marcher tout doucement vers un autre lieu. Je commence à l'appeler, mais il ne répond pas. Je recommence à l'appeler. Puis là, il se retourne et je vois qu'il a des trous dans le visage, du sang qui coule, la mâchoire complètement démolie et surtout des yeux à moitié vitreux. Et là, l'horreur se produit. Il a commencé à courir vers moi. Et malheureusement, c'est ainsi que se termine cette partie 2. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé de vous avoir fait vivre autant de suspense. J'ai dû partir précipitamment et j'ai dû terminer sur cette fin dans la partie 2. Pour récapituler un petit peu, je m'étais arrêté au moment où j'étais en train d'ouvrir le portail de la maison d'Elena. Je voyais beaucoup, mais alors beaucoup de sang. Puis j'ai aperçu un militaire que j'avais croisé cette nuit. Il marchait tout doucement pour aller dans un autre endroit. Je l'ai donc appelé pour savoir ce qui s'était passé cette nuit. Je l'ai appelé une fois, une deuxième fois. Et là, il s'est retourné. Il avait des trous dans sa chair, du sang coulé et surtout, sa mâchoire était complètement défoncée. Il avait également des yeux vitreux. Et encore plus que ça, il s'est alors mis à courir vers moi. J'ai pas vraiment réfléchi et j'ai couru vers le portail de la maison d'Elena. J'ai essayé de refermer derrière moi, mais j'avais tellement peur que je n'ai pas réussi à refermer. J'ai donc couru comme j'ai pu pour sauver ma peau. Mais le zombie a réussi à pousser la grille et est venu dans le jardin d'Elena. J'ai réussi à atteindre les marches de la maison et j'ai regardé derrière moi. Et maintenant, ce zombie militaire a ramené d'autres zombies avec lui. Ils sont maintenant 3 dans le jardin à me courir derrière. J'arrive à la porte, je l'ouvre et je la referme directement. J'ai carrément fermé à clé. À ce moment-là, je me suis maudit. Mais pourquoi il a fallu que je fouille là où je ne devrais pas? Pourquoi sérieusement? J'ai commencé à pleurer. C'est là que Elena et Matt sont sortis de leur chambre paniqués et ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai expliqué en leur demandant pardon d'avoir été imprudent. Ils m'ont serré dans leurs bras et m'ont dit que tant que j'avais rien, c'était le principal. À ce moment-là, je me suis dit que merci, j'avais les meilleurs amis du monde. Ils m'ont aidé à me relever et nous sommes allés chercher un petit déjeuner pendant que Elena a eu l'idée d'aller téléphoner à la police locale. Elle leur a demandé qu'ils viennent pour nous aider avec les zombies qu'il y avait dans notre jardin. Le truc, c'est que ça sonnait, mais ça ne répondait pas. Elle a essayé pendant environ 1 à 2 heures. Mais rien, ça sonnait juste dans le vide. Puis, il y a eu le message comme quoi le président allait parler. Alerte d'état d'urgence. Alerte d'état d'urgence. Le président va prendre la parole. Alerte d'état d'urgence. Alerte d'état d'urgence. Le président va prendre la parole. C'est devenu comme une habitude. Une alarme a sonné dans toute la ville. Et dans la minute qui a suivi, le président a fait son apparition. Par contre, une chose est bizarre. Il n'est pas dans le même décor qu'à son habitude. Cela veut dire une seule chose. Il n'est plus là où il était hier. La situation empire, je l'ai senti, et ça commençait à être la merde totale. Chers citoyens, nous sommes malheureux.
Beaucoup de pertes aujourd'hui. Les meufs, ça craint. On commence à avoir des coupures de courant. Nous vous demandons de bien à l'abri. Hier soir, nous perdu beaucoup pour le pays. Nous sommes à la recherche d'un vaccin qui avance malgré le déluge que le pays subit. Les militaires sont... Pour ce qui est de l'électricité, nous allons procéder à un état d'urgence plus... Maintenant, vous aurez accès à l'électricité uniquement 2 fois par jour. Ce n'est pas le cas pour les hôpitaux. De 10h à 11h et 19h à 20h. Nous combattons le virus et nous allons gagner. Merci de m'avoir... Le président. Là, c'est moi qui parle en premier et qui dit à mes amis que c'est la grosse merde. Là, il faut vraiment songer à toutes les possibilités. On va sûrement devoir mettre en place plusieurs scénarios. Dans un premier temps, nous avons décidé d'appeler nos familles. Aucun de nous n'a réussi à les avoir. Vraiment personne. À croire qu'il n'y ait plus que nous qui soyons en vie dans cet apocalypse. On commence à tous paniquer. Puis on se dit que vu leur âge avancé, ils ont dû aller dans un camp militaire. Et qu'ils ont dû prendre leur téléphone pour je ne sais quelle raison. C'est une possibilité, pas vrai? Un autre problème commence à se faire sentir. On n'a plus beaucoup de vivres et toujours aucune nouvelle des policiers. Impossible de joindre le poste de police. Nous sommes donc montés en haut pour regarder par une des fenêtres où se situaient les zombies dans le jardin d'Elena. Heureusement, on n'en voyait plus. C'était un soulagement. Matt voulait sortir pour aller fermer la porte, mais je l'en ai empêché de peur qu'il y ait un zombie caché. Puis, la fatigue s'est fait ressentir pour ma part. Et j'ai décidé d'aller dormir en attendant 19h. Arrivé 19h, nous sommes tous les trois devant la télé, en train d'attendre les nouvelles informations. Mais on était loin de s'imaginer ce qui allait se passer. À 19h45, le message. Alerte d'état d'urgence. Alerte d'état d'urgence. Le président va prendre la parole. Alerte d'état d'urgence. Alerte d'état d'urgence. Le président va prendre la parole. Puis l'alarme dans la rue a sonné. Le président est arrivé. Il avait l'air d'être malade. Il toussait avant même de prendre la parole. Chers citoyens, j'espère que ce message passera dans son intégralité. Nous faisons tout notre possible pour combattre ce virus. Comme vous l'avez compris, il tousse et il crache même du sang. Ceci sera sûrement mon dernier message en tant que président. Comme vous pouvez le constater, je suis atteint du virus RZ12. Il ne me reste probablement que 3 ou 4 heures avant que ce virus ne me tue. Et c'est pour cela que j'aimerais vous dire la vérité à propos de ce virus. Le virus RZ12 s'est échappé de l'un de nos laboratoires. Comme vous aurez pu le deviner pour les plus malins, le RZ12 signifie « Revenant Zombie 12 ». À la base, ce virus était testé sur des animaux pour guérir des maladies encore jusqu'à-là incurables. Mais le virus s'est échappé de notre laboratoire P5 il y a de cela 1 an. Nous avons fait tout notre possible pour arrêter la propagation. Au début, quand ce virus s'est échappé, il n'était qu'au stade de RZ8. Mais avec le temps et l'évolution, le virus a vite muté. Et il est devenu le RZ12. Je suis désolé de ne pas vous avoir tenu au courant de ce qui se passait avant tout cela. Ce virus tue les gens et les fait revenir à la vie en très peu de temps, entre 24 à 48 heures. Et les gens qui reviennent à la vie veulent manger les êtres vivants qui ne sont pas encore contaminés. Je vais me répéter, mais si ces revenants vous blessent, vous mordent, alors vous êtes contaminé. Il ne vous reste plus que 2 choix, mourir ou venir à l'hôpital pour faire avancer les recherches. Et je ne préfère pas vous donner d'espoir. Cela fera avancer nos recherches, mais vous risquez aussi de mourir. L'heure est grave. Nous déplorons beaucoup de morts. Nous ne pouvons plus protéger l'intégralité de la population. C'est pour cela que l'on va procéder à des déplacements de camps et de survivants. Nous allons les regrouper pour mieux vous protéger. Les camions pour rejoindre les camps en sûreté partiront demain à partir de 8h. Et le dernier partira à midi dans les villes suivantes. Il a donné plusieurs noms de villes et ma ville était carrément dedans. Elena, Matt et moi, on s'est regardés sans parler. Puis, notre attention est revenue sur la télévision. Pour le bien de tous, je vais vous délivrer une solution pour sauver votre vie si jamais vous êtes confronté à des personnes atteintes du virus RZ12. Vous devez absolument transpercer le cœur de ces choses. Le feu, la décapitation, le démembrage, le poison ne peuvent pas tuer ces revenants.
Maintenant, avant de mourir, je souhaite léguer le rôle de président au Premier ministre ici présent. Il prendra les décisions adéquates pour le pays. Ceci était mon dernier message en tant que président. Et je vous souhaite à tous de vivre une longue vie. En entendant ça, on est resté bouche bée. On vient d'apprendre tellement de choses en même temps. C'est dur à encaisser. Pendant que j'étais endormi, Elena et Matt ont émis plusieurs suppositions. Mais en vrai, on pensait qu'ils géraient un petit peu la situation quand même. Alors que ce soir, on a compris que ce n'était pas du tout le cas. Et ça a dégénéré tellement vite en tellement peu de temps que c'est inimaginable. Pendant les 2 heures qui ont suivi l'élocution du président, nous avons débattu de ce que l'on voulait faire. Elena ne voulait pas bouger, mais Matt et moi, on voulait bouger. J'avais l'impression que si on restait ici, on serait plus en danger que n'importe où. Car maintenant que l'annonce du président a été faite, je suis pratiquement sûr qu'il va y avoir des pillages. Et en plus de ça, maintenant on va devoir faire attention aux zombies et aux humains. Bien sûr, je ne dis pas que tous les êtres humains sont comme ça, mais la survie vous fait découvrir des facettes de vous que vous ne connaissiez pas. Croyez-moi, on a fini par convaincre Elena, et c'est décidé. Demain, nous partons prendre le bus pour aller au camp militaire. Elena nous donne des sacs à dos à tous, et on se répartit ce que l'on doit emmener. Vêtements, bouffe, eau, plans, lampe torche et surtout de quoi tuer ces zombies si jamais ils nous attaquent. Nous avons donc un grand couteau, une batte en fer et un katana. Oui, heureusement que Elena est fan de manga. Mais bon, je vous avoue que à ce moment-là, je ne savais pas s'il pourrait transpercer un cœur. Tous ces préparatifs ont pris un temps fou. Car je vous rappelle que ce n'était pas du tout éclairé. La coupure d'électricité se fait à 20h après le discours du président. Une pensée m'a traversé l'esprit. Le président est contaminé. C'est triste pour quelqu'un qui est à la tête de ce pays d'être contaminé. Bref, je me reprends vite et à un moment j'entends des choses dehors. Mais ça ne semble pas être des zombies. J'entends plus quelque chose comme si c'était des êtres humains qui essayaient de s'infiltrer dans la maison. Directement, je me déplace à Pacha et je vais prévenir Elena et Matt un petit peu plus loin. Je chuchote que j'ai entendu des voix et qu'ils veulent nous cambrioler. Matt, en bonhomme, nous sort. T'inquiète, je suis là. Je lui ai alors directement mis une tape sur la tête et je lui ai dit de pas faire n'importe quoi. On ne sait pas combien ils sont et de plus c'est la nuit. Donc si on fait trop de bordel, les zombies vont se ramener. On essaye donc de ne pas trop faire de bruit et on entend des voix de l'autre côté de la cloison. En gros, une petite voix demande « Et s'il y a des gens à l'intérieur, on fait quoi ?» Mais quelle question idiote, Loli. On les braque et on prend tout ce qui nous est utile. Et on leur laisse rien du tout. C'est la loi du plus fort. Et s'ils résistent trop, on les bute. Là, il y a plusieurs voix qui se sont mis à rire. Des gouttes de sueur ont commencé à descendre tout le long de mon dos. Mon Dieu, je commence complètement à paniquer. C'est alors que Matt nous a dit de descendre dans la cave, qu'il y a une sous-cave et qu'elle est difficile à trouver. Il l'a vu cet après-midi en explorant la maison d'Elena. Il nous a dit qu'il essaye d'envisager toute possibilité de sortie, ou alors quelque chose pour se réfugier. À ce moment-là, j'avais juste une seule envie, c'était de l'embrasser. Si jamais on arrive à tous rentrer là-dedans, c'est du génie. On préfère ne pas allumer les lampes pour ne pas dire qu'il y a des gens à l'intérieur. Nous descendons tout doucement les marches pour aller dans la cave. Matt nous montre où c'est, mais nous rencontrons vite un problème. Comment faire pour remettre le tapis qui cache cette trappe? Elena décide alors qu'elle n'ira pas avec moi et Matt. On proteste directement, mais elle nous dit qu'elle est la plus fluette et qu'elle va aller se cacher dans un carton. On n'a pas le temps de répliquer qu'on entend un grand fracas qui provient d'au-dessus de nous. Elle nous pousse alors à l'intérieur et remet le tapis sur la trappe. Avec Matt, nous sommes tous les deux dans le noir. On est vraiment serrés. Je ne sais même pas si Elena aurait pu venir avec nous si jamais elle avait décidé de venir. J'entends Elena monter dans un carton qui se trouve au début de l'entrée de la cave. Puis, moi et Matt, on entend des bruits de pas. Puis d'un coup, des bruits de fracas. En haut, ils ont l'air vraiment de tout casser. Puis d'un coup, comme c'est venu, on n'entend plus rien. Les pas s'éloignent. Mon cœur battait la chamade tellement j'avais peur qu'il nous trouve. Qu'il trouve Elena qui s'est plaquée dans un simple carton. J'avais peur qu'ils descendent dans la cave. Puis, je chuchote à Matt. Tu crois qu'ils sont partis? Matt me met un doigt sur la bouche et me dit « Chut, ils sont au premier ». Mon cœur battait encore plus dans ma poitrine. J'avais peur, vraiment, je suffoquais. Je commençais à transpirer. J'avais les doigts moites. Je fermais les yeux et les poings tellement fort que je me suis fait mal à force de serrer mes poings. Puis, on a pu entendre qu'ils descendaient du premier étage. Je me suis dit « C'est bon, ils sont en train de partir ». Je me suis tellement gouré.
et je regrette tellement ce qui va se passer. Je m'en voudrais toute ma vie. Quand j'ai cru qu'ils allaient partir, j'ai lâché un soupir de soulagement. Et quelqu'un en haut s'est mis à crier. « Les gars, il y a une cave en bas. On va jeter un œil ?» Puis on a entendu des pas descendre les escaliers. Ils arrivent à tour de rôle dans la cave. Ils devaient avoir des lampes torches car par intermittence cela nous éclairait de temps en temps à travers le tapis et les lattes du sol. Puis ils se sont mis à fouiller la cave. Il devait être au moins 6 ou 7 personnes au vu des nombres de pas qu'il y avait dans la pièce. Là, je pouvais entendre qu'ils fouillaient les cartons. Mais je ne pouvais rien faire à part prier un dieu qui avait déjà abandonné mon pays. J'ai prié, mais ce qui devait arriver arriva. Ils ont trouvé Elena. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Elena a crié quand un homme l'a traînée par terre. On a pu entendre qu'il l'a tirée au sol. Je commençais à faire du bruit et Matt a directement mis sa main sur ma bouche pour me faire comprendre de ne surtout pas faire de bruit. Elena, de son côté, elle suppliait de la laisser en vie. Elle leur a dit qu'ils pouvaient prendre tout ce qu'ils voulaient, mais qu'ils pouvaient la laisser tranquille. Les hommes sont restés silencieux jusqu'à ce que l'un d'entre eux prit la parole et dit « Oh, mais ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. On va prendre ce qui nous intéresse. » Là, malheureusement, on peut entendre qu'ils se mettent à violenter Elena. Ils lui ont sûrement pris son sac et ils sont en train de le vider au sol. Un homme dit alors « C'est tout ce que t'as sur toi? T'es toute seule, ma belle? T'es pas avec de jolies jeunes filles comme toi ?» Elena a crié que non, elle est seule, elle attendait sa famille pour partir demain. Tous les hommes dans la pièce se sont mis à rigoler. Et l'un d'entre eux a dit « Mais il y a encore des gens qui pensent que ce pays peut vraiment être sauvé? T'es allé dehors au moins pour nous dire ce genre de conneries ?» Elena ne répond pas et l'homme lui crie alors de répondre. Elena lui dit alors d'une toute petite voix « Non. » Mon cœur bat tellement fort que j'ai l'impression que tous ces hommes vont pouvoir l'entendre si jamais la situation empire. Sauf que malheureusement, la situation va encore empirer. Pour les âmes sensibles, faites attention, cette partie est vraiment hard. Elena, Matt et moi, on pensait sûrement qu'ils allaient juste prendre le sac d'Elena et partir. Mais c'est là qu'on s'est trompé. Ils ont commencé à lui faire des compliments sur sa beauté. Et ils lui ont dit qu'elle tombait plutôt bien, qu'ils n'avaient pas de femme dans leur bande. Ils lui ont dit qu'ils voulaient bien l'accepter parmi eux si jamais elle ouvrait un petit peu les jambes pour tout le monde. Les hommes ont de nouveau ri comme des porcs. J'avais peur que le pire arrive et que l'on ne puisse rien pour notre ami qui s'est sacrifié pour nous. Pleurait alors en silence. Et Matt et moi, on savait ce qui allait arriver. Et je pense que malheureusement, Elena le savait aussi. Elle leur a alors répondu que ça ne l'intéressait pas. Mais l'homme n'a pas cherché à comprendre plus loin et il a demandé à ses hommes de la tenir. On a alors pu entendre les hurlements et les supplications d'Elena juste au-dessus de nous. On entend alors malheureusement tout ce qui s'est passé. Ils ont déchiré ses vêtements, elle a essayé de se débattre, mais j'imagine que c'était impossible pour elle. Et ce que nous redoutons est arrivé. De là où on était, on pouvait entendre cette horreur. Moi et Matt, on pleurait. J'essayais de ne pas faire de bruit, mais c'était épouvantable. Toutes les personnes en haut y sont sûrement passées, ou en tout cas, beaucoup de personnes se sont relayées. Ce carnage avait l'air de durer pendant des heures. Après qu'ils aient fini, un des hommes qui semblait être leur chef a demandé à d'autres de porter Elena. Elle avait fini par ne plus protester et on ne l'entendait plus, à part pour pleurer en silence, juste au-dessus du tapis. Puis juste avant que l'un des hommes la soulève, elle nous a chuchoté « Je suis désolé ». Juste après ça, on a pu entendre ce qui ressemblait à une bagarre. Elena se mettait à crier et les hommes aussi. Je voulais ouvrir la trappe, mais Matt m'a retenu. Il m'a prise dans ses bras pour ne pas que je vienne en aide à Elena. Puis là, d'un coup, plus rien. On n'entendait plus rien. Un des hommes a alors pris la parole et a dit « Dommage, c'était une bonne pêche. Putain, la sauvageonne a quand même tué Jim. » Les crachats ont alors retenti dans la pièce et une voix qui est celle de leur chef a dit « Prenez ce qu'elle avait et on se casse d'ici. » Après quelques temps, on a fini par entendre des pas s'éloigner. On a attendu environ 2 heures dans cette cave et on a pleuré en silence. Puisque moi et Matt, on savait ce qui s'était passé. Elena n'était plus de ce monde. Une fois sortis de ce trou, nous avons pu voir le corps dénudé d'Elena, allongé sur le sol recouvert de sang. À côté d'elle était allongé un autre homme. Je lui ai craché au moins 10 fois à la gueule et je l'ai insulté et je l'ai savaté. Après ça, je suis tombé à genoux et j'ai pris la main de ma meilleure amie, inerte allongée sur le sol froid. Je lui ai alors demandé pardon. Matt m'a prise dans ses bras et il m'a réconforté.
Il m'a dit que maintenant, on allait devoir s'occuper d'eux. Puisque oui, on ne sait pas si ces hommes étaient porteurs du virus. Du coup, j'ai dû faire la chose la plus dure de ma vie. Planter ma meilleure amie dans le cœur. Elle avait le visage sans vie, les yeux vitreux, et on peut sentir qu'elle est partie avec la peur au bide. Matt m'a dit qu'il allait s'occuper du mec, et il m'a demandé de détourner les yeux, que j'avais fait du bon travail et que maintenant, c'était fini. Après qu'il ait fini de transpercer le cœur de l'autre, eh bien nous sommes remontés. J'avais l'impression de ne plus rien ressentir. Comme si j'avais été à moitié assassiné cette nuit-là avec ma meilleure amie. Ce matin-là, je me suis juré de quelque chose. C'était de me venger. Je vais me venger de ces fils d'eux. Je le promets. Nous sommes alors revenus dans le salon et tout était retourné. C'était le bordel infini. Cette nuit fait partie de l'un de mes déclics. Je ne serai plus la petite et gentille Betty. Si je veux survivre dans ce monde de brutes, je vais devoir me forger et avoir le ventre solide. Heureusement, il me reste Matt pour me soutenir. Lui aussi, il pleure notre ami. Il essaye de ne pas le montrer pour ne pas me faire de la peine. Mais je le vois au coin de son œil. Ses larmes ont coulé. À ce moment-là, je regarde le soleil se lever et j'appelle Matt. Et je lui dis qu'il va être temps de sortir. Bien sûr, je suis toujours triste et peiné. Mais si je ne me montre pas forte maintenant, eh bien je ne le serai jamais. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que l'on va devoir affronter et combattre pour notre survie. Je prends la main de Matt et nous nous avançons dans la rue, recouverte de cadavres en tout genre et de monstres. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette partie 3. Voilà, si t'as kiffé la vidéo, t'hésites pas, un petit pouce bleu ça me fera très plaisir. Et si t'étais pas abonné, n'hésite pas à le faire. On a plus de 250 vidéos thread d'horreur sur la chaîne. Nos premiers pas dehors ont été un cauchemar. Quand Matt et moi avons dépassé le portail déjà ouvert, on voyait des cadavres de zombies en décomposition. Avec Matt, on s'est directement dit que le mieux était de se balader avec nos armes à la main. J'avais le katana et Matt avait la barre de fer. Malheureusement, nous avions perdu Elena et le couteau cette nuit-là. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vengerai Elena. J'ai bien enregistré la voix de ces enflures. Avec Matt, nous avançons tout doucement. Nous ne voulons pas réveiller les monstres qui doivent rôder. Car vu l'état de notre rue, du sang coule sur la plupart des murs. Des morceaux de chair qui pourrissent ici et là. Même si nous sommes dehors, je peux vous assurer que l'odeur est épouvantable. Nous avançons pour rejoindre le camp de militaires où est prévu des départs pour un autre camp militaire encore plus sécurisé. Enfin, c'est ce que notre président, sûrement décédé à l'heure actuelle, nous a dit. Si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'il nous a dit hier soir à la télé. De mon côté, je sais où se situe le camp, mais c'est à l'autre bout de la ville. Et à pied, ça représente environ 2 heures de route. J'espère vraiment qu'on sera à l'heure pour avoir le bus. Toute la rue que nous avons traversée était déserte de zombies et d'êtres humains. Enfin, on n'a rien vu de suspect. Nous arrivons dans une autre rue et c'est le même constat. Des cadavres de partout, des morceaux de chair déchirés, déchiquetés, des voitures ouvertes mais avec personne à l'intérieur. On s'avance alors vers l'une d'entre elles pour voir si on peut la prendre pour aller plus vite au camp. On regarde s'il y a les clés sur le contact ou quelque part. Mais non, rien. Quand d'un coup, on entend un bruit un petit peu plus loin. Je pousse directement Matt sur l'autre fauteuil car j'ai vu une horde de 10 zombies s'approcher de nous. Je lui ai dit de ne pas bouger, qu'il faut rester silencieux et nous baisser tout doucement. Je retiens ma respiration et je peux entendre que Matt fait de même. Je lui prends alors la main pour qu'il me donne un petit peu de courage et nous attendons. 1 minute, 2 minutes, puis 3 minutes. Les zombies arrivent enfin vers notre niveau. Ils marchent et percutent la voiture, ce qui fait bouger la voiture dans tous les sens. Nous essayons de ne rien faire. La voiture bouge et bouge encore, jusqu'à ce que, enfin, ils arrivent à ne plus être bloqués sur le capot. Je peux alors voir leur mine totalement décomposée, qui n'a plus rien d'humain. Je serre de plus en plus la main de Matt, et je commence à transpirer de grosses gouttes tellement je stresse. J'ai peur qu'ils défoncent la voiture, ou que l'un d'entre eux arrive à nous détecter, ou même sentir. Je décide alors à ce moment-là de fermer les yeux et d'attendre. Après ce qui semble être une éternité, alors que ça ne fait probablement que 20 minutes, nous sortons nos têtes de là où on était cachés. J'ai vraiment cru que mon cœur allait lâcher quand un zombie a tapé vers la portière où j'étais. Le pire dans cette situation, c'est qu'il faut que tu te contrôles, puisque j'ai l'impression que s'ils entendent le moindre bruit, eh bien tu es fini. On a alors vérifié que la voie était libre pour sortir de la voiture, et il n'y avait plus de zombies. On est donc sorti tout doucement en essayant de faire le moindre bruit possible. J'avais chaud, vraiment chaud. Je pense qu'à ce moment-là,
c'était la pression qui retombait. J'ai donc demandé à Matt d'attendre quelques minutes pour que je puisse récupérer de cet état. Il m'a alors dit « D'accord, tu peux te reposer, mais pas ici. J'ai vu un mouvement derrière des rideaux dans la maison là-bas, pas très loin. Le mieux, je pense, c'est que l'on dégage d'ici le plus vite possible et que l'on trouve un truc un petit peu plus safe. » Je voyais bien la peur dans ses yeux, puisqu'il avait sûrement peur que ça soit ceux d'hier qui étaient dans notre maison. Je pense que Matt a peur qu'il m'arrive la même chose qu'à Elena si jamais on croise des gens pareils. Matt me prend le bras et m'aide à marcher. Il trouve un coin dans un parc derrière des buissons. Il m'a dit que c'était la meilleure planque qu'il ait trouvée pour le moment. Qu'il pourrait voir si des zombies arrivaient et si des êtres humains venaient, il les verrait également. Il nous reste encore pas mal de trajets. Je me repose alors 10 minutes et je dis à Matt que c'est bon, on va pouvoir reprendre notre route. Le camp militaire est situé un peu en dehors de la ville vers les bois. Donc il va falloir bien marcher. On va devoir éviter les routes, je pense aussi. Je donne alors mon avis sur l'itinéraire qu'on devrait prendre. Matt est plutôt d'accord avec moi. Nous empruntons des rues désertes, ou pratiquement. On doit être à mi-chemin quand on voit un regroupement de zombies un petit peu plus loin. On se stoppe directement et on va chercher où on peut se cacher. Et c'est là que la merde est tombée. Derrière nous, on n'entend des pas. On se retourne et on voit une dizaine de zombies courir vers nous. Ils ont l'air de courir au ralenti, mais ils courent vers nous. Là, forcément, on panique, on ne sait pas où aller. C'est là que Matt me prend la main et on commence à courir à travers les voitures désertes. Le problème, c'est que là où on est, il n'y a que des maisons fermées avec de grandes clôtures. Donc impossible à escalader ou bien à ouvrir. Ce qui fait que maintenant, on est en train de courir avec une horde de zombies derrière nous. Je n'ai jamais été sportive, mais à ce moment-là, j'ai couru pour ma vie. Je voulais sauver ma vie et j'ai pris mes jambes à mon cou. Et avec Matt, on a tourné de rue encore, jusqu'à trouver une petite cabane dans un arbre qui était accessible. On a alors regardé derrière nous et on ne les voyait plus. Mais on pouvait entendre leurs pas arriver. On est donc monté en haut de la cabane et on a enlevé l'échelle pour y accéder. Puis là, on a fermé nos bouches. Les grosses gouttes de sueur sont revenues. Maintenant, la peur est tout le temps présente. Et dans cette cabane, j'ai pu réaliser que cette peur, eh bien maintenant, je vais la ressentir tout le temps. Quoi qu'il arrive, maintenant cette peur va faire partie de ma vie courante. Mais c'est aussi cette peur qui m'a sauvé la vie et qui va m'aider à surpasser les épreuves. Donc j'essaye de rester calme et de me dire que je suis en sécurité. Mais une question me vient à l'esprit. Est-ce qu'un zombie peut escalader un arbre ? J'ai pas vraiment le temps de répondre à cette question. La horde passe devant l'arbre. Ils ne font pas attention à l'arbre. Et une bonne chose pour nous, ils ne font pas attention à nous non plus. Dites-vous que depuis le début, Matt et moi, on essaye de reprendre notre souffle sans jamais pouvoir respirer à plein poumon, ce qui rend l'exercice très compliqué. 20 minutes plus tard, nous sortons enfin de cette cabane. Et je fais remarquer à Matt quelque chose de bizarre à propos de l'annonce du président. Je lui ai dit « Tu trouves pas ça bizarre, toi, qu'on n'ait vu personne depuis tout à l'heure ?» Il m'a alors répondu ceci. « Je sais pas, peut-être que les gens n'ont tout simplement plus confiance dans ce président et ce pays. Peut-être qu'ils n'y croient plus du tout et qu'ils préfèrent rester chez eux qu'un miracle arrive. » Juste après avoir dit ça, il hausse les épaules et me dit qu'on devrait y aller. Car il est 10h05 et que si on veut au moins avoir un bus pour aller au camp, eh bien il va falloir s'activer. Je me force alors à marcher car j'ai les jambes en compote pour avoir couru toute cette distance. Surtout qu'au final, je ne sais même pas où on est. Je demande alors à Matt s'il sait où on est à peu près. Et il me sort que non, mais qu'il a retenu où il avait tourné. Nous reprenons alors toutes les rues que nous avons empruntées il y a quelques minutes. En regardant les maisons, je ne vois aucune lumière, aucun signe que l'électricité soit revenue. Je me dis alors que ça doit être encore un mensonge du pays, et qu'ils ont coupé toute l'électricité de ce dernier, et que par conséquent, on a bien fait de bouger de chez Elena. Nous arrivons alors dans la rue où un petit peu plus tôt, nous avons vu une horde de zombies. Le problème, eh bien, c'est qu'ils ont l'air d'être encore là. Mais bon, j'ai une petite idée pour que les zombies bougent. Je fais part de mon plan à Matt qui a l'air dubitatif, et il me dit de faire attention, que c'est dangereux. Je lui demande alors s'il a une meilleure idée. Car si on prend pas cette route, on ne pourra jamais être à l'heure pour prendre le dernier bus. Il capitule alors et je mets mon plan en action. Je marche tout doucement et je commence à monter une échelle qui est posée à côté d'un petit bâtiment. Je monte sur le toit, je m'accroupis et je vais de l'autre côté de la rue. Et là, je commence à balancer des cailloux que j'avais récupérés un petit peu plus tôt avant de monter. Et cela semble marcher. Les zombies commencent à se diriger vers le bruit que font les cailloux. Je redescends alors le petit bâtiment et je me dirige vers Matt. Et tous les deux, on a réussi à emprunter cette rue.
Sauf que dans cette rue, c'est encore pire que dans les autres. J'ai l'impression qu'il y a eu un carnage à grande échelle. Vraiment, nous sommes obligés de marcher sur des morceaux de corps tellement la rue est remplie de cadavres. Là, dans ma tête, une pensée surgit. J'espère que ce virus ne se transmet pas comme ça. Car autrement, Matt et moi, on va mourir. Il y a des centaines de mouches autour des cadavres. C'est une horreur. À un moment, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai vu quelque chose bouger sous les cadavres. Mais il s'est avéré que ce n'était rien d'autre qu'un rat. Puis enfin, nous sommes sortis de cette rue de l'horreur. Je pense clairement que je n'arriverai plus à dormir tellement j'ai vu de cadavres. Un petit peu plus loin, Matt et moi, on reprend notre respiration tellement ça puait. On avait dû mettre des chiffons devant notre bouche. Après un petit moment, nous reprenons notre route. Arrivé à un certain endroit, nous entendons une petite voix. C'est comme des pleurs et on peut entendre que ça dit maman, papa. On s'approche alors petit à petit et on voit une enfant, toute seule au milieu de la route et qui crie. Elle pleure, elle se retourne sans cesse à la recherche de ses parents. Puis à un moment, elle nous voit et elle commence à courir vers nous. Matt la regarde, met son doigt sur sa bouche et dit chut à la petite fille. Heureusement, elle comprend et elle vient en silence. Matt lui demande alors ce qu'elle fait ici toute seule. La petite fille lui dit qu'elle cherche sa mère et son père. Il lui demande alors où est-ce qu'elle les a vus pour la dernière fois. Elle lui répond alors que c'était chez elle. Elle rajoute alors qu'elle a froid. En la regardant, c'est vrai qu'elle devait pas avoir chaud. Elle était pieds nus et en short dehors. Mais ce que j'ai remarqué le plus, c'est qu'elle avait une mine vraiment fatiguée. Matt lui demande alors quand elle a vu ses parents pour la dernière fois. Et la petite répond à Matt que c'était il y a 1 ou 2 jours. Elle ne sait plus trop exactement. Là, je vais voir un truc qui va confirmer mes doutes. Il y a une morsure sur son épaule. Là, je dis à Matt de directement se dégager de cette petite et je pointe directement le sabre sur elle. Matt me crie dessus et me demande ce que je fais. Je lui crie alors dessus que cette petite a été infectée. Après avoir dit ça, la petite va confirmer mes doutes et va tousser du sang qui va gicler sur le sol. Je fais alors un mouvement de recul et Matt aussi. Matt se tourne vers moi et me dit « Mais on va quand même pas tuer une enfant, Betty. C'est de la folie, on peut pas la tuer !» Je l'ai regardé dans les yeux. Mon cœur battait la chamade comme pas possible. Et je lui ai dit « Mec, je suis désolé, mais cet enfant ne va plus l'être dans pas longtemps. Je suis désolé, petite, mais nous ne pouvons rien faire pour toi. » Matt me crie alors « Mais on sait même pas si c'est une blessure de revenant !» Je lui pose alors la question « Petite, qui t'a fait cette marque sur ton épaule ?» Elle regarde alors Matt, me regarde, elle regarde de nouveau Matt, et on peut voir qu'elle hésite à parler. Matt s'approche un petit peu d'elle et lui dit que rien ne va lui arriver, qu'il faut juste qu'elle nous dise la vérité et que après on ira chercher sa mère. C'est là qu'elle nous a répondu « C'est maman qui m'a mordu, mais papa l'a empêché de me faire du mal. » J'ai alors commencé à pleurer, car le sort de cette petite est scellé à même pas 10 ans. Elle va mourir ici, seule. J'ai alors pris la décision la plus dure de ma vie. J'ai pris de l'élan et je lui ai transpercé le cœur avec mon katana. Matt n'a même pas eu le temps de réagir. Il est resté bouche bée de ce que j'avais fait. La petite fille avait du sang qui coulait le long de sa bouche et elle m'a regardé avec un regard empli d'incompréhension. Elle a essayé de tendre un bras vers moi, mais elle n'avait plus l'énergie de faire quoi que ce soit. Je suis alors resté comme ça pendant environ 15-20 minutes. Je ne voyais plus que le cadavre de cette petite que j'avais tuée. Autour de moi, tout était flou. Quand d'un coup, je sursaute. C'est Matt qui a mis sa main sur mon épaule. Il s'est accroupi vers moi et m'a prise dans ses bras. Et il m'a dit « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as pris une très grande décision que très peu de personnes auraient prise. Je ne te blâme pas, Betty. Tu es très forte. » Là, en entendant ça, je me suis mise à pleurer. Il m'a pris le katana des mains et a retiré la lame qui était encore plantée dans le cœur de cette petite. Enfin, il m'a pris la main et nous avons avancé. Je dois vous avouer que tout le reste du chemin était assez flou. Je me souviens juste qu'à un moment on a quitté la ville et que l'on s'est dirigé vers les bois où s'était installé le camp militaire. Il y avait des gros panneaux avec des indications, mais il y avait un petit hic à tout ça. On n'entendait rien. Et Matt et moi, on avait l'impression qu'il n'y avait personne. Nous sommes allés dans les bois et là, ce que l'on a redouté était devant nos yeux. Il n'y avait plus de bus. Tout le camp avait fait ses valises. Le seul truc qu'on a retrouvé sur place était un plan. Un plan où il nous disait que si on changeait d'avis, on devait se diriger vers ce camp. Le camp qui était situé sur la carte était vraiment loin de là où on était. Il va donc nous falloir beaucoup de temps pour y arriver à pied. J'ai commencé à pleurer et à être fatigué de cette journée interminable et épouvantable.
J'ai l'impression de vivre une série d'horreurs qui ne s'arrête jamais. Le pire dans tout ça, c'est que l'on va devoir trouver où se loger, car la nuit, c'est un véritable enfer. Il faut absolument que l'on survive. Donc nous avons décidé d'aller explorer pour survivre cette nuit. Souhaitez-nous bonne chance, nous en aurons besoin, car le plus dur est à venir. Et ceux qui kiffent vraiment la série et mon travail accessoirement, je vous invite à mettre un gros pouce bleu. Ça aide énormément. Cette partie-là va être un petit peu plus longue que les autres. Malheureusement, j'arrive à court de ressources pour écrire cette histoire. Je vais faire tout mon possible pour que cela soit court, mais très clair, vous allez comprendre. Gardez à l'esprit que certains passages ne sont pas décrits, que je vais devoir les trier. Puisque à partir de là où je vous ai laissé la dernière fois, nous devons apprendre à comment survivre dans un pays totalement délaissé et totalement laissé à la dérive. Donc pour résumer un petit peu la situation, nous avons une carte, 2 lampes torches, un katana, une barre en fer. Et nous avons 7 boîtes de conserve et pour finir, on n'a que 4 bouteilles d'eau. Ah, et j'oubliais, on a 2 cordes. Nous sommes allés à la recherche d'un lieu sûr pour dormir cette nuit, mais nous avons décidé de ne pas retourner en ville. Matt et moi, on en a discuté. Et on en a déduit qu'il fallait un maximum éviter les grandes villes. Car plus la population est vaste, plus il y a de criminels. Et surtout, plus de contaminés et de zombies. Et je n'avais clairement pas envie de revivre ce que j'ai vécu ces dernières 48 heures. Nous avons donc décidé de longer les bois pour nous protéger. Heureusement que dans le pays où nous sommes, il y a beaucoup de forêts. Donc on longe et on longe encore. Le problème que l'on va sûrement rencontrer dans pas longtemps sera le manque d'eau. Quant à la nourriture, ça viendra après. On a donc passé toute la journée à marcher dans les bois. On n'a rien trouvé, pas même une petite maison. Rien. Mais au moins, on n'a rencontré aucune personne, ni vivante, ni morte. En vrai, ça ressemblait plus à une journée normale que l'on aurait pu avoir dans notre ancienne vie. Cela me rappelle ce que l'on pouvait faire il y a à peine quelques jours. Et la tristesse me revient en plein fouet. Plus on avance et plus le soleil se couche. C'est là que Matt a eu une idée. Car nous ne savions pas du tout où nous allions dormir cette nuit. Il m'a alors dit « Betty, je pense que l'on va devoir dormir en haut des arbres. J'y pense depuis un moment. En haut des arbres, nous évitons les zombies, certains humains et pas mal d'animaux. En vrai, cette idée n'est pas conne. Elena, Matt et moi, on était inscrits dans un club d'escalade quand nous étions à la fac. Donc on avait un petit peu des bases pour monter. Bien sûr, nous ne sommes pas des experts. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons des bases. Donc avant d'aller dans les arbres pour dormir, nous nous reposons pour prendre un peu à boire et à manger. Nous avons déjà bu une bouteille entière. Ce soir, nous n'avons mangé qu'une conserve qu'on a partagée. Puis, nous montons dans les arbres et pour ne pas tomber, nous nous sommes attachés avec une corde. Matt n'est pas dans le même arbre que moi, car ce n'était tout simplement pas possible. Il est donc à quelques arbres de moi, puisqu'on ne peut pas s'installer dans n'importe quel arbre. Autrement, on se retrouverait avec des branches cassées et on tomberait. Bref, je m'attache et de là où je suis, je peux voir que Matt fait de même. La nuit est sombre. J'ai l'impression que la forêt est épargnée par cette catastrophe. Je commence à m'endormir petit à petit en observant les étoiles. Puis d'un coup, je me réveille en sursaut. Mon arbre est carrément en train de bouger. Je comprends pas du tout au début et surtout, j'y vois pas grand chose. Puis j'entends que quelque chose tape dans mon arbre et limite se déchaîne. Je descends un peu les yeux, je plisse les yeux et je vois 4 zombies se taper dans l'arbre où je suis. J'ai peur. J'étouffe un cri de surprise et j'essaye de me retenir du mieux que je peux à l'arbre et surtout de ne pas trop bouger. Je ferme les yeux et les minutes sont longues. Surtout, je ne peux pas voir ce qui se passe du côté de chez Matt. La nuit est vraiment trop sombre. Et en plus de ça, j'ai l'impression que des nuages ont recouvert la lune et les étoiles. J'ai peur. J'ai vraiment peur de tomber. Car ils sont encore plus déchaînés que quand ils étaient passés vers la voiture. À un moment donné, l'arbre bouge tellement que je manque de tomber. Et malheureusement, dans cette opération, je laisse échapper un petit cri. Et ces zombies semblent l'avoir entendu. Et ils bougent de plus en plus cet arbre. J'ai même l'impression qu'ils sont encore plus déchaînés qu'avant. À ce moment-là, je me dis qu'ils vont faire tomber l'arbre. Je prie alors pour que l'arbre tienne jusqu'à ce que je trouve une solution. Mais avant que je remarque ce qu'il se passe, un zombie a réussi à monter sur un autre zombie par je ne sais quel moyen. J'essaye d'attraper mon katana et je le repousse, ce qui fonctionne. Mais j'ai fait tellement de bruit que maintenant, ils savent où je suis. C'est là que j'ai entendu un gros boom de l'autre côté de là où est mon arbre. Et tous les zombies se sont mis à courir après ce bruit. Là, j'ai qu'une peur, c'est que Matt soit tombé. Et clairement, je prie pour que ça ne soit pas le cas. Je sors alors mon téléphone portable et j'éclaire faiblement la nuit. Et là, je peux le voir, il est dans son arbre et ça me rassure énormément. Mais il met un doigt sur sa bouche pour me faire comprendre de ne rien dire. Je baisse alors mon téléphone et j'essaye de garder mon calme. Le reste de la nuit, je n'ai pas pu dormir. J'avais trop peur que ces zombies reviennent. Le soleil s'est alors levé et Matt et moi, on est descendus de nos arbres.
Je le prends dans mes bras et je lui dis « Je pensais que j'allais mourir cette nuit. Mon Dieu, c'était horrible. Heureusement qu'il y a eu un gros bruit. D'ailleurs, tu sais c'était quoi ce boom ?» Matt a l'air gêné et il me sort « Ouais, je suis désolé, j'ai balancé une de nos boîtes de conserve loin pour les chasser de là où tu étais. » Je lui réponds donc « T'inquiète, c'est pas grave, merci de m'avoir sauvé. Je n'avais pas pensé à jeter quelque chose dans une autre direction tellement j'étais stressé et que j'avais peur. » Après ça, on a repris notre marche. Cette technique que l'on avait mis en place pour dormir dans les arbres la nuit et marcher la journée a bien marché un temps. Et je dirais 5-6 jours. Mais à un moment, nous sommes arrivés à court d'eau. Et là, on a dû prendre une décision. C'est-à-dire que l'on devait trouver une maison ou une rivière potable pour prendre de l'eau. Le grand problème, c'est que l'on ne savait pas où on était. On avait avancé un petit peu à l'aveugle pour ne pas rester tout le temps au même endroit. Maintenant, le but d'aujourd'hui, c'est clairement de trouver de l'eau. Sachant qu'en plus, ça fait maintenant quasiment 1 ou 2 jours que l'on n'a plus à manger. On avait trouvé quelques petits fruits ici et là, mais pas grand chose. Nous avançons et je dirais qu'il doit être dans les environs de 16 heures quand, au loin, nous voyons une maison. Matt et moi, on se regarde et on sait que, quoi qu'il arrive, il faudra absolument prendre de l'eau. On arrive tout doucement vers la maison et on n'entend rien à l'intérieur. On essaye d'ouvrir une porte et oui, elle s'ouvre. On rentre alors à l'intérieur en essayant de faire le moindre bruit possible. Et nous nous rendons directement vers la cuisine. Nous essayons le robinet, mais il n'y a plus d'eau. On fouille alors dans les placards et on trouve quelques boîtes de conserve. Puis un petit peu plus loin, on trouve un pack d'eau de 6 bouteilles. Là, Matt et moi, on est super contents. On dépose alors les bouteilles qui étaient vides au sol, mais malheureusement, on peut en prendre que 4. Mais bon, c'est pas trop grave, on décide de prendre les 2 dernières et de les boire directement. C'est vrai qu'à ce moment-là, on était un petit peu dans l'euphorie. Et du coup, on ne faisait pas vraiment gaffe à notre environnement. Mais on a pu entendre que, tout doucement, quelque chose s'était rapproché de nous. Malheureusement, un zombie enfant m'a alors sauté dessus et m'a mordu le mollet. J'ai crié de douleur, j'ai essayé de l'enlever car elle essayait carrément de m'enlever le bout de chair. Heureusement pour moi, Matt m'est venu en aide. Il a réussi à l'enlever de moi et l'éloigner. Mais malheureusement, dans cette manœuvre, il s'est aussi fait mordre au bras. Du coup, dans cette manœuvre, il a crié et il a lâché son emprise sur la petite. Au même moment, quelqu'un a déboulé les escaliers et a couru vers nous. C'était une femme qui nous disait de ne pas tuer son petit enfant. Elle a couru et elle l'a pris dans ses bras. Et de ce qu'on pouvait voir, c'est que cette femme était littéralement mordue de partout sur les bras. Elle nous a alors crié de dégager de chez elle. Et c'est ce que l'on a fait. Nous sommes partis. On a couru encore et encore jusqu'à trouver une petite grotte. À l'intérieur de cette grotte, nous nous sommes installés, car j'avais de plus en plus mal à mon mollet. Matt m'a aidé à mettre de l'eau et un bout de tissu autour. Une fois ce geste fait, on s'est regardé. Et nous savions tous les deux que dans 24 ou 48 heures, eh bien nous allions mourir. Et moi, je ne voulais pas mourir. J'ai alors commencé à pleurer, et Matt aussi. Savoir comment et quand nous allons mourir est si triste. Vraiment, c'est épouvantable de savoir quand tu vas mourir. Maintenant, une question se posait. Qui, de Matt ou moi, allait mourir en premier? Est-ce que cela fait mal quand nous mourrons? Où est-ce que l'on va quand on meurt de cette façon? Au paradis? En enfer? Ou tout simplement disparaître? J'ai tant de questions. Je sais que je n'aime pas le pays où je vis actuellement, mais ce n'est pas une cause pour que je meure. Je ne veux pas mourir. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait une crise et que j'ai pété les plombs. Matt m'écoute et il ne dit rien. Je pense qu'il est comme moi. Il ne sait pas. Nous décidons tous les deux que le mieux, c'est de mourir tous les deux au bord de la mer et de voir une dernière fois la mer. De ce que l'on a pu voir un petit peu plus tôt quand on est rentré dans cette nouvelle forêt, eh bien c'est qu'à côté, il y avait une plage privée. Mais bon, qui s'en fout de nos jours? C'est privé, de toute façon, on va mourir. Et comme vous l'avez remarqué, le truc le plus idiot, c'est qu'on voulait prendre de l'eau pour ne pas mourir. Et là, on se retrouve condamné car on s'est fait mordre tous les deux. Qu'est-ce que c'est stupide! Je déclare alors à Matt que je ne vais pas dormir aujourd'hui, que je vais directement me rapprocher de la mer. Il hoche alors la tête et nous empruntons le chemin. Il fait déjà un peu nuit quand on arrive sur la plage. Et nous regardons tous les deux le dernier coucher de soleil qui nous reste. Puis, vu que l'on n'a plus du tout rien à perdre, nous restons au milieu de la plage à attendre. Cette nuit-là, Matt et moi nous avons parlé du bon vieux temps. Nous avons également regardé les étoiles. Et là, Matt me sort. Nous allons bientôt rejoindre Elena. On pourra lui dire que l'on a fait ce que l'on a pu. Mais ce qui est triste, c'est que l'on n'a même pas eu l'espoir de lui dire que l'on a fait souffrir les types qui l'ont assassiné. Moi, de mon côté, je ne dis rien. Mais c'est vrai, il a raison. Je suis triste. Je me dis que tout ceci, tout l'horreur, tout le cauchemar que l'on vit depuis quelques semaines va bientôt prendre fin.
Puis là, sans m'en rendre compte, je m'endors. C'est alors que des bruits de pas me réveillent. Je tourne ma tête et je vois 3-4 zombies sur la plage qui arrivent vers nous. Ils marchent, ils ne courent pas. Je regarde alors Matt et je lui dis « Hé Matt, il y a des zombies qui arrivent. Si jamais tu veux partir, c'est maintenant ou jamais. » Il me répond alors « À quoi bon courir et se cacher? De toute façon, on est déjà condamné. » Je le regarde et je lui réponds avec un sourire que, effectivement, c'est vrai. Puis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai levé mes bras vers les étoiles qui commençaient à partir. D'ailleurs, je n'avais pas encore d'effet secondaire, mais cela ne devait sûrement pas tarder. Et c'était pareil pour Matt. Enfin ça, c'est si les zombies ne nous mangent pas. Ils arrivent proches de nous, mais ont l'air de passer leur chemin, comme si on ne les intéressait pas. Après tout, on est bientôt mort. Ils nous considèrent peut-être déjà morts avec le virus qui circule dans notre sang. Là, en voyant ça, je me mets à rigoler et je rigole encore et encore. Les zombies sont carrément en train de me regarder, mais ils ne font rien. Là, je sors carrément. Putain Matt, ils nous considèrent comme les leurs. Regarde, ils nous mordent pas du tout, ça craint. On est clairement déjà mort. Là, je me mets vraiment à rigoler de plus belle. Le lever du soleil se fait et Matt et moi, on reste allongés sur la plage. On attend que les symptômes arrivent. 1 heure, 2 heures, 5 heures et toujours rien. Alors, Matt et moi, on a décidé de se dégourdir un peu les jambes. Et on a décidé de longer un peu la plage. Ça fait quasiment 7-8 heures et la journée est quand même bien passée. Mais on n'a toujours aucun symptôme. On a commencé à se poser des questions et on s'est dit qu'en fait, ça allait sûrement s'enchaîner. On n'a jamais vu quelqu'un qui avait été contaminé et en combien de temps exactement les symptômes étaient apparus. Bref, le temps passe et nous regardons de nouveau le soleil se coucher. Là, Matt et moi, on se rapproche un petit peu et on commence à s'embrasser. Ouais, je sais, c'est pas le bon moment. Mais un petit peu d'amour, ça peut pas faire de mal. De toute façon, dans moins de 24 heures, nous allons mourir. Alors, autant en profiter. Puis bon, nous sommes devenus un petit peu plus intimes sur la plage. Franchement, à ce stade, on s'en foutait. D'ailleurs, ça nous a libérés d'un poids. Au moins, je ne partirai pas seul. Puis là, Matt me dit « Tu sais, depuis longtemps, je t'aime. Je n'ai jamais osé te le dire. Mais vu que l'on va mourir bientôt, je préfère te le dire. Tu sais, tu n'as pas besoin de me répondre. Je sais que avant tout ça, tu voulais juste t'amuser. » À ce moment-là, je ne savais pas du tout quoi dire. Je l'ai donc regardé et je l'ai embrassé. Il a fait tellement pour moi depuis cette pandémie. Même si avant, il était toujours là pour moi. Mais depuis, c'est devenu pratiquement vital pour moi de l'avoir. J'ai commencé à pleurer et je lui ai dit « Tu penses que peut-être si jamais ce virus n'était pas venu, on serait sortis ensemble ?» Il m'a alors répondu « Qui sait, je ne sais pas si j'aurais osé venir te l'avouer. Ou si même tu l'aurais pris au sérieux. » Je lui ai alors répondu une chose qui fait mal, vu les circonstances. Tu sais, si jamais on survit, si jamais il y a une sorte de miracle, on pourrait peut-être essayer d'être en couple. Mieux vaut mourir avec l'espoir que du chagrin. Nous nous sommes alors endormis sur la plage. Et nous nous sommes réveillés le lendemain avec toujours aucun symptôme. Et cette petite routine a duré pendant environ 2 semaines. Nous n'avions aucun symptôme. Et les zombies, quant à eux, nous ignoraient tout simplement. C'est là qu'on s'est dit que l'on devait peut-être chercher le camp militaire et que l'on était peut-être la solution au virus. Comment se fait-il que nous ne soyons pas transformés? Nous avions toujours besoin de manger de la nourriture humaine et de l'eau. Le seul truc qui nous affecte, c'est quand le soleil brille de 1000 feux. Ça nous ralentit un petit peu. Et pareil, nous sommes un petit peu plus fatigués que quand il fait nuit. Donc nous parcourons les rues et les villes de nuit. Le plus dangereux maintenant pour nous, ce ne sont plus les zombies, ce sont les humains qui veulent faire leur loi. Nous en avons vu il y a quelques jours, quand on était cachés derrière des voitures. Ils ont tabassé un être humain avec une batte de baseball pour lui voler ses biens. Et ils ont laissé une petite de 7 ans, toute seule. Je préfère pas trop vous donner de détails, c'était vraiment gore. En plus de ça, on n'a même pas pu venir en aide à cette petite. Elle a continué de marcher et elle s'est jetée dans les bras d'une horde de zombies un petit peu plus loin. Matt et moi, on survit pour le moment en pillant des maisons abandonnées pour avoir de l'eau et de la nourriture. Cela fait maintenant 2 mois que nous marchons pour essayer de chercher ce camp militaire. Et je pense que nous sommes sur le point d'y arriver. Il ne nous reste plus que quelques heures de marche. La nuit est belle. Il y a pas mal d'étoiles dans le ciel depuis que le pays ne pollue plus trop. C'est bête à dire, mais la nature reprend ses droits et dans notre malheur, cela rend certaines choses plus belles encore. Matt et moi, on est ensemble et rien ne peut plus nous séparer. Nous avons préféré n'inclure personne dans notre petit groupe de 2, pour notre sécurité comme pour la leur. Car on ne sait pas si le virus a juste été retardé ou s'il va surgir un jour sans prévenir. C'est aussi pour ça que l'on souhaite obtenir des réponses. Nous avançons et à un moment, il y a une voiture qui arrive sur le chemin. On peut voir directement qu'elle appartient à l'armée.
et nous levons les mains en l'air pour leur dire que nous ne sommes pas un danger. Ils s'arrêtent alors vers nous et ils nous demandent ce que l'on fait ici. On leur dit alors qu'on recherche le camp militaire. Puis, on leur explique que nous avons été infectés il y a plus de 2 mois, mais que nous ne sommes pas morts. Ils ont l'air clairement dubitatifs. Ils nous croient pas du tout. Donc, pour leur montrer que nous disons la vérité, nous leur montrons les marques de morsure que nous avons sur le mollet et sur le bras pour Matt. Là, les militaires n'en croient pas leurs yeux et ils commencent à nous pointer avec leurs armes. Le chef de leur escouade, qui n'avait encore rien dit, descend du véhicule et leur dit de ne pas tirer. Il s'avance et il nous dit que pour le bien de tout le monde, ils vont devoir nous museler et nous attacher les mains, juste par précaution. Nous acceptons et ils nous emmènent derrière leur camion. Le chef d'équipe s'excuse et il nous dit que ce n'est pas eux qui ont instauré cette règle. Il nous dit que ça vient de plus haut et que c'est pour protéger les gens en bonne santé. Il nous dit que par le passé, il y a des gens qui ont fait pareil. Ils ont prétendu ne pas être infectés et pour le coup, en fait, ils l'étaient. Ce qui malheureusement a eu pour conséquence la disparition de certains camps militaires. Maintenant, il ne reste plus que 3 camps dans le pays. Il nous dit alors que c'est grâce à des personnes comme nous que cela a pu arriver. Là, j'ai plein d'interrogations qui commencent à venir dans mon cerveau. Comment ça, des personnes comme nous? Il y a 3 camps dans le pays? On nous avait dit qu'il n'y en avait qu'un. De ce que j'arrive à voir, l'incompréhension est lisible aussi sur le visage de Matt. Le chef d'escouade nous dit alors, pour nous rassurer, « Je suppose que vous pouvez vous balader parmi les zombies sans problème, pas vrai? Vous n'êtes pas les seuls. Mais je ne suis pas apte à vous dire quoi que ce soit de plus. Vous verrez ça avec le général de la base, si ce que vous dites est vrai. En tout cas, bienvenue dans la base 3 de la résistance de Dell Corporation. Là, on voit des grands murs blancs encercler toute une base. Il y a des militaires tout autour en haut des murs et une grande porte en métal. Il y a de très grosses lumières qui s'allument quand nous arrivons près de la porte. Puis quelqu'un avec un haut-parleur leur demande de s'identifier. Là, le chef balance des codes et des chiffres et son nom et prénom. Puis il leur dit qu'il a des sujets 13 avec lui. Je crois clairement qu'à ce moment-là, il parle de nous. Des sujets 13? C'est quoi cette merde? La grande porte s'ouvre et nous rentrons dans la base militaire. Là, on peut voir qu'elle est énorme. Il y a des tas de maisons. Comment est-ce que tout ceci est possible? C'est comme s'ils avaient prévu toute cette merde à l'avance. On dirait qu'ils ont fait construire tout ça pour une sécurité et qu'aucun média ne s'était interrogé de ça. Là, justement, mon air perplexe a l'air de faire rire le chef de l'escouade et il me dit: l'entreprise Dell Corporation a beaucoup de ressources et travaille activement avec l'armée. C'est pour cela que personne n'a entendu parler de cette base avant cette pandémie. J'ai même pas eu le temps de poser une question qu'il me dit que l'on est arrivé. Nous descendons alors les marches du camion et nous sommes devant une espèce d'énorme laboratoire. De ce que j'arrive à voir, c'est un gros logo avec un nounours et une balle. Il y a écrit Dell Corporation et ça m'effraie au plus haut point. Cela me donne des frissons dans tout le corps. Nous commençons à marcher dans les couloirs et toutes les squads nous escortent dans une salle. Tout est vraiment d'un blanc immaculé. Je suis avec Matt et ils ne nous ont pas enlevé tout l'accoutrement bizarre. Dans la pièce, de ce que j'arrive à voir, il y a pas mal de caméras. Je dirais 5 ou 6. Là, je me dis que quelqu'un d'autre doit nous observer. Nous restons dans cette salle à peu près 1 heure et enfin, quelqu'un rentre dans la pièce. Il se présente comme étant le Dr Fleet. Il nous dit qu'il étudie le virus RZ et toutes ses variantes. La première question que j'ai, c'est comment ça, toutes ces variantes? Le Dr Fleet nous dit que le RZ a eu plusieurs variantes, plus désagréables les unes que les autres. Et il nous dit également que récemment, ils ont vu l'évolution de RZ13. Il nous dit que pour notre sécurité et la sécurité des habitants, ils vont devoir faire quelques tests sanguins. Il prend donc des aiguilles et me prélève du sang à moi et à Matt. Après avoir fait ça, il nous dit qu'il pourra nous en dire plus après les examens. À partir de là, on va attendre ce qui semble des heures. Après des heures d'attente interminables, cet homme est revenu et il avait l'air ravi. Il a commencé à appeler le chef d'escouade de tout à l'heure et il lui a demandé d'enlever ce qui nous empêchait de parler correctement. Puisque là, tout ce qu'on subissait commençait à devenir vraiment gênant et on était pratiquement en train de regretter notre venue dans ce camp. Le Dr Fleet nous a alors expliqué que nous avions bien le virus RZ dans nos veines, mais que cela n'était pas le 12, mais bien la version 13. Il nous a alors expliqué que le RZ13 faisait muter le corps de l'être humain, c'est-à-dire qu'il ne dégage plus aucune odeur pour les zombies. Par contre, effectivement, comme désavantage, on peut se sentir très fatigué au contact du soleil. Et que par conséquent, une fois la nuit tombée, eh bien on était remonté à bloc. On a donc hoché la tête puis il a continué. Là, il a commencé à nous expliquer des choses un petit peu plus en détail. Le problème avec le virus que vous avez, c'est que le virus est bien là. Quand vous allez mourir, que ce soit de maladie,
de faim, de vieillesse ou de blessure, vous allez vous transformer en zombie. Là où à contrario, le RZ12 tue pour transformer ensuite les humains en zombies. La version RZ12 est quand même mieux que de mourir directement. Pour les victimes du RZ13, nous avons mis une technologie au point. Vous ne reviendrez pas à la vie si vous mourrez. Si vous voulez vivre ici, je vais devoir vous l'injecter. C'est à vous de voir. Ce que je vais devoir vous injecter, si vous décidez de rester, ce sont des nanoparticules qui se déclenchent si votre cœur s'arrête de battre. Si les nanoparticules ne perçoivent plus de battements de cœur, cela vous transpercera le cœur et vous ne reviendrez pas à la vie. Mais cela veut aussi dire que vous ne pouvez pas faire d'AVC, car les nanoparticules vous tueront. Nous ne pourrons pas non plus vous mettre en coma si jamais il vous arrive quelque chose. Donc, je vais vous laisser réfléchir à tout cela. À partir de là, il nous a dit que si on décidait de faire ça, nous avions deux options. En un, on avait la possibilité de rester ici. Mais en contrepartie, on devait aider les militaires avec une équipe spécialisée à éradiquer les zombies. On aurait une formation pour apprendre à comment tuer avec nos armes spécialisées. S'ajoute à ça le fait de faire des tests sanguins tous les 3 jours. D'ailleurs, toute notre équipe serait composée de membres ayant le virus RZ13. Pour ce qui est de la deuxième option, on resterait ici, mais on deviendrait des cobayes pour le laboratoire. C'est-à-dire qu'ils testeraient leur antidote sur nous, mais que malheureusement, il pourrait y avoir des effets indésirables. Et par conséquent, on serait peut-être amené à être tué, ou si jamais ça dégénère, à être enfermé. Il nous a également dit qu'il y avait une troisième option. On pouvait tout simplement partir, mais que si on décidait de faire ça, on ne pourrait plus jamais rejoindre un camp, et que l'on serait par conséquent livré à nous-mêmes. Le Dr Fleet tient quand même à clarifier quelques petites choses. Bien sûr, si vous choisissez une des deux options de rester dans un camp, le logement, la nourriture et l'eau vous sera fourni, et tout ce que vous avez besoin dans la limite du raisonnable. Bref, je vous laisse réfléchir. Je vais demander à quelqu'un de venir vous donner à manger et à boire. Prenez votre temps pour réfléchir. Avant qu'il ne parte, je demande si je peux avoir un téléphone. Le docteur me regarde, il semble dubitatif. Il me demande pourquoi. Je lui dis alors que j'aimerais appeler mes parents. Il me sourit et me dit que j'aurais sûrement pas beaucoup de chance de les avoir. Mais il va essayer de trouver ça. Quelques minutes plus tard, nous avons à manger, à boire et un téléphone portable. J'ai essayé de contacter mes parents, mais malheureusement, ça ne répondait pas. Matt a également essayé d'appeler ses parents, mais malheureusement, ça ne répondait pas non plus. Nous sommes donc là à réfléchir, quand je vois que de la 4G est en train de tourner. C'est là que j'ai commencé à écrire mon histoire pour vous la partager. J'ai regardé pas mal de sites en ligne pour savoir si on parlait de nous dans le monde, mais non, pas du tout. Alors j'ai décidé de prendre de mon temps et d'écrire toute cette histoire. Avec tout ce qu'on devait faire, ça m'a pris 3 jours pour tout vous raconter ça. Et avec Matt, on a bien réfléchi, on a pris notre décision. Nous allons nous battre pour libérer notre pays des zombies et des raclures que je n'ai pas oubliées. Je ne vais pas attendre un miracle, je ne vais pas prier pour mon sort. Je vais prendre une partie du poids de mon pays et me battre pour ma survie. Si jamais ce virus vient dans votre pays, c'est que moi et mes compagnons avons échoué dans notre mission. Et là, clairement, je vous souhaite bonne chance. Voilà, quelque chose que je ne vous avais pas annoncé, c'est que cette partie 5 était aussi la dernière. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé car moi j'ai adoré vous la faire. Voilà, je vous remercie en tout cas pour le soutien qu'il y a eu sur cette série, quand même mine de rien, même si elle n'a pas été mise en avant par YouTube. Vous l'avez kiffé, il y a des gens carrément qui me disaient moi j'aime pas trop les zombies et tout, et pourtant vous avez quand même kiffé. Donc voilà, merci beaucoup, cette aventure est finie, et j'espère que voilà, ça fait bizarre quand même un petit peu. Voilà, moi j'ai kiffé, si vous l'avez kiffé, petit pouce bleu et abonnement, ça me fera très plaisir. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.